vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Adrien Chignard. Adrien est fondateur de Sens et Cohérence, qui est un cabinet spécialisé dans les approches innovantes en termes de promotion de la QVCT et de prévention des risques psychosociaux au travail. Il est psychologue du travail depuis 19 ans et il a à son actif plus de 2000 interventions pour les plus grandes entreprises sur des sujets variés autour des risques psychosociaux notamment, mais si vous le suivez de façon régulière, vous verrez qu'il prend la parole sur un certain nombre de sujets d'expertise. Il intervient notamment dans Harvard Business Review en tant qu'expert et il est enseignant dans 3 universités, auteur de 4 livres. Et j'avais vraiment envie de l'inviter pour qu'il nous parle d'une de ses thématiques de prédilection, à savoir la surcharge durable de travail. La surcharge de travail durable, c'est un sujet dont j'avais vraiment envie de vous parler, puisque aujourd'hui, bon nombre d'entreprises font état de surcharge chronique, voire permanente. Et il vient à la fois nous parler des causes, à la fois de la façon dont on peut la définir réellement, et puis aussi des multiples leviers qui sont à votre main en tant que RH, en tant que manager, pour traiter ce sujet-là. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Adrien, merci de venir dans notre podcast aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir. Et pour démarrer, je vais te proposer une question simple. Qu'est-ce que tu veux bien confier à notre audience qui ne savent pas sur toi ? Eh ben, en fait, à la base, je voulais pas du tout être psychologue. Moi, je voulais être prof d'histoire. Ce qui me passionnait, c'était de comprendre tous les phénomènes de deux groupes qui pouvaient influencer le comportement des individus. Et c'est ce qui m'a amené vers la psychologie plus tard. Comprendre pourquoi, dans l'histoire du monde, on avait pu être influencé par des choses qu'on n'imaginait pas réelles ou vraies. Ok, et alors du coup, à quel moment t'as bifurqué entre les deux ? Mais en fait, alors du coup, c'est pas drôle, hein, mais j'ai été intéressé par les phénomènes concentrationnaires nazis et ce qui faisait que on pouvait avoir des comportements dits monstrueux. Et je me suis passionné par la philosophie d'Hannah Arendt et j'ai cherché dans la psychologie et donc dans la psychologie des groupes, la psychologie sociale, comment le collectif et parfois l'entreprise pouvaient influencer les comportements individuels. Oh, bon, super intéressant. Donc le lien entre l'histoire et la psycho et donc la psycho plutôt en monde professionnel. Aujourd'hui, tu avais envie de nous parler du sujet de la surcharge durable de travail. Tu avais envie de nous parler de plein de choses, mais parmi les sujets, il y a celui-ci qui a retenu mon attention, parce que j'en entends aussi beaucoup parler. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un sujet auquel on doit s'intéresser aujourd'hui ? En fait, à la fois parce que c'est un sujet qui est prégnant, mais aussi parce qu'on entend parler de ça tout le temps. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises dans lesquelles je passe, on nous parle de la surcharge de travail. Et en fait, on a des chiffres de la DARES aussi qui nous montrent qu'on travaille en 2025 plus en termes de quantité. On travaille plus vite, on travaille de façon interconnectée. On est en fait ce qu'on appelle une civilisation à la hâte. On fait tout en méga speed. Alors je sais pas ce qu'on fait du temps qu'on gagne, on scrolle Instagram, mais globalement, on a cette façon de travailler qui est beaucoup plus intense. On voit une intensification du travail en fait depuis une vingtaine d'années. Waouh! Et à quoi c'est dû? Parce que finalement, quelque part, à chaque fois que les technologies avancent, on se dit qu'on va effectivement gagner beaucoup de temps, qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Et puis, avec le sujet sur l'IA, évidemment, ça ramène le sujet sur le devant de la scène. Pourquoi est-ce que finalement, on en fait plus? En fait, on gagne de la productivité, mais cette productivité, elle nous permet quoi? Elle nous permet de produire davantage de l'autre côté, en fait. Donc, c'est un peu la course à l'échalote, cette histoire-là. On a des outils qui nous permettent de faciliter la production, mais on a une forme de mentalisation du travail aussi. On va se parler de charge certes opérationnelle, la quantité de taf qu'on a à faire tous les jours, si tu veux, mais tu as aussi toute cette charge mentale. Les années 80, c'était du port de charge lourde, tu avais mal au dos. Maintenant, c'est du port de charge sourde, c'est-à-dire toute cette charge cognitive qui va finir par te rendre le cerveau un peu en compote, quoi. Oui, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que finalement, tu l'as dit, beaucoup d'entreprises aujourd'hui nous parlent de surcharge de travail. Je pense qu'il n'y a pas une discussion dans laquelle on va où on n'a pas des gens débordés, surchargés. Comment est-ce qu'il est possible aujourd'hui de définir déjà cette question de surcharge ? En fait, déjà, on va essayer de définir la charge. Si tu veux, la charge, c'est la quantité de travail que tu dois faire dans un temps T. On verra, si ça t'intéresse tout à l'heure, différentes composantes de la charge pour savoir un petit peu comment la décrire, comment l'observer, parce que bien l'observer, c'est bien pouvoir s'en saisir et pouvoir agir dessus. Et en gros, la surcharge de travail, c'est quoi ? C'est si tu veux faire rentrer un pied taille 43 dans une chaussure 39. C'est possible, mais ça fait vachement mal aux pieds quand il s'agit de courir. La surcharge de travail, c'est ça, quand il y a trop d'informations, trop d'activités à faire dans un temps qui excède celui qu'on a véritablement. Ok, c'est passionnant. Je pense que c'est au quotidien parfois difficile à
à mesurer, à cerner, à quantifier. Moi, j'entends beaucoup de managers, et j'imagine que toi aussi, qui se posent la question de est-ce que ce que je suis en train de confier comme responsabilité, objectif, etc. à mon équipe, est-ce que finalement, ils me disent qu'ils sont débordés, il y a vraiment de la surcharge? Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas efficaces? C'est un discours que j'entends beaucoup. Comment tu te positionnes Mais vis-à-vis en de fait, ça? en fait, il y a une croyance à la base sur le sujet, c'est-à-dire cette croyance que tout ce qui ne se mesure pas, on va dire, on ne peut pas agir dessus. Mais en fait, on fait une confusion des paradigmes entre mesurer et évaluer. Ce sont deux composantes qui sont différentes. La mesure, elle introduit la notion de quantification. Mmh. Comment on peut quantifier une surcharge de travail dès lors que la surcharge, elle a une composante éminemment subjective? Bah oui. À chaque fois que tu vas essayer d'objectiver du subjectif, de quantifier de la qualité, en fait, tu passes à côté du sujet. Mmh. Le problème de la surcharge de travail, c'est que ça ne se mesure pas en tant que tel, et on expliquera pourquoi. C'est pas une opinion, hein, c'est un argument. J'expliquerai pourquoi on peut pas mesurer la charge de travail, mais on peut l'évaluer. Mais ça veut dire tout simplement qu'on va devoir, Chloé, si tu veux, faire le pari de la confiance sur le sujet. Mmh. Je prends un exemple concret. Tu as une équipe qui est en carafe, qui est dans le rouge, elle en peut plus complètement, elle est en train de galérer, elle vient te voir en tant que manager. Tu peux pas lui dire, on est plutôt sur un rouge cerise, un rouge grenat ou un rouge carmin. Tu vas te prendre une paire de claques parce que l'équipe, elle est excédée, en fait, Bien sûr. par cette question Mmh. qui est toute pourrie. Et donc, l'idée, c'est de se dire, quand une équipe vient nous voir, on fait le pari de la confiance. La confiance, c'est quoi? C'est de se dire que si tout le monde te dit qu'il est dans le rouge, juste faut que ça bouge. Mmh. Et donc, tu prends pour argent comptant ce qui t'est dit, parce que tout le temps que tu vas passer à essayer d'objectiver, de mesurer, faire des Excel avec des reportings, j'étais là vendredi de 16h à 17h, tout ce temps perdu à faire du reporting qui sert à rien, c'est du temps où t'es pas en train de travailler justement sur cette charge de travail, de travailler avec ton équipe, de travailler sur la qualité produite vis-à-vis de tes clients. Mmh. Donc, ce culte de la mesure systématique de la surcharge de travail, c'est la meilleure façon de ne rien faire. Ouais, effectivement, je pense que je retrouve bien, ce côté où, dans certaines entreprises, tu as beaucoup de reporting qui sont mis en place et qui finalement prennent, tout le temps disponible versus, réellement travailler. Et comment alors tu me dis quand tu as toute une équipe qui vient te voir et qui te dit qu'elle est dans le rouge, comment est-ce que tu leur réponds? Quand tu as des perceptions différentes, au sein d'une même équipe, comment est-ce que tu abordes ça? Bah, déjà, la charge, c'est une composante qui est éminemment subjective, c'est-à-dire qu'il y a différents types de charges. Il y a la charge qu'on va appeler de la charge prescrite. La charge prescrite, c'est les choses telles qu'elles devraient se passer. Si tu es livreur dans une grande compagnie de livraison, la charge prescrite, c'est tu dois livrer 10 colis à 10 clients différents. OK. Ensuite, il y a une charge réelle. Mmh. Il y a une route qui est fermée, il y a un client qui est sous la douche, il met 10 minutes à te répondre, il y a un colis qui se perd, qui tombe dans l'eau. Le réel, c'est quoi? C'est les choses telles qu'elles se passent réellement. Et donc, il y a toujours un écart entre les choses telles qu'elles devraient se passer et les choses telles qu'elles se passent réellement. D'accord. Et puis derrière, tu as une charge qu'on va appeler une charge qui est plutôt une charge ressentie. Cette charge ressentie, c'est OK, ça aurait dû prendre une journée de faire ces livraisons. Au final, ça prend 1 journée et demie parce que j'ai eu des problèmes sur la route. Mais derrière, est-ce que je devais partir en vacances le lendemain ou pas? Mmh. Si je suis smooth, en fait, dans mon agenda, si je suis tranquille, si j'ai le temps d'intégrer la surcharge, OK, ma surcharge ressentie, elle est pas forcément désagréable. Mmh. Si en revanche, je suis au taquet, je suis pressé, ça va me faire retarder mes vacances, c'est quelque chose qui va être éminemment compliqué. Donc, il y a forcément une composante subjective dans la façon dont la charge de travail est perçue. Et puis, au-delà de cette subjectivité sur les angles, on va aussi essayer de la découper en différentes composantes de cette charge de travail pour comprendre comment elle fonctionne. On va avoir une charge qui est très opérationnelle, si tu veux, combien il faut porter de cartons. OK, ça, on voit très bien ce qu'il en est. On va avoir une charge qui est une charge cognitive. C'est OK, mais pour porter les cartons de la bonne façon, il va falloir que je structure ma pensée, que je pense comment les prendre, les manipuler. C'est le cognitif en psychologie, c'est les processus mentaux, l'attention, la mémoire, ce genre de trucs. Et puis, on va avoir une charge qui est une charge émotionnelle. La charge émotionnelle, typiquement, quand tu es livreur, si je reprends la même métaphore, ça va être le fait qu'il va falloir que tu sois poli et souriant avec les clients, même quand tu as une nuit pourrie, que tu t'es fait molester par le client juste avant. Il y a un grand rapport qui montre que le premier facteur de stress au travail sur l'Europe des 27, l'enquête Sumer, elle nous dit que c'est la confrontation à des publics incivils, agressifs ou agressants. Et on sait qu'effectivement, et on en reparlera j'imagine dans quelques minutes, la charge de travail c'est vachement subjectif parce que à charge égale, on peut avoir des évaluations très différentes des salariés. Parce que si tu as une charge de travail mais que tu t'es fait insulter par un client juste avant, ta charge de travail va être perçue comme beaucoup plus forte. Et le plus gros, ce qu'on dit en littérature scientifique, le plus gros modérateur de la charge perçue, en gros, ce qui va faire que tu vas la trouver plus ou moins forte, la charge, c'est ce qu'on appelle en psychologie POS, c'est Perceived Organizational Support, le soutien organisationnel perçu. En gros, si quand tu es en galère,
ton boss est là pour t'aider et il te répond pas des trucs tout pourris, genre c'est quoi ta reco? Non, si je suis en galère, en fait, j'ai besoin que tu m'aides. Si t'es juste là pour me faire l'effet miroir, t'es pas un boss, en fait, t'es une boîte aux lettres, tu me sers à rien. La question, c'est, mais non, mais on s'illustre. Si ton meilleur pote, il est là uniquement quand t'as du rosé dans le frigo et une côte de porc sur le barbecue, c'est pas un pote, en fait, c'est un profiteur. Le meilleur pote, il s'illustre le jour où tu déménages. Et ben, c'est exactement la même chose d'un point de vue managérial. Si ton manager, il est uniquement là pour te filer du taf ou te renvoyer à ton incertitude quand t'es dans le besoin, c'est pas un manager. C'est-à-dire, c'est une planche pourrie. C'est celui sur lequel tu peux compter, surtout quand tout va bien. Chacun prendra les conclusions qu'il voudra par rapport à ça. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est de savoir que un salarié, je reviendrai sur les managers parce qu'il faut pas jeter le propre sur eux. Et justement, on verra comment on peut les aider. Mais un salarié qui a une charge de travail une surcharge qu'il va vouloir minorer ou trouver acceptable ou sustainable, c'est un salarié qui va savoir qu'il a du soutien de son chef, du soutien de sa ligne managériale quand il est en galère. Et le soutien, je reviens à ta question de tout à l'heure, Chloé, c'est justement pas systématiquement qu'on questionne tes perceptions en disant mais tu dis que tu as trop de charge, mais quand même, ça serait bien que tu me la définisses ou que tu me la quantifies. Ouais, c'est hyper intéressant tous ces angles pour aborder la charge de travail. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'idées reçues autour de ce sujet-là finalement qui pèse depuis un moment. Il y a idées reçues ou en tout cas angle d'approche. Il y a ce premier élément qui est à chaque fois que tu as de la surcharge, l'envie de l'organisation de venir mesurer pour voir si tu es vraiment chargé ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues que tu combats autour de ce sujet-là? Dans les idées, alors déjà dans les idées reçues que je combats, je vais essayer de faire les choses avec un peu d'humilité quand même parce que je me suis beaucoup planté sur le sujet. Donc ce que je partage là avec toi et avec toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est le fruit aussi de pas mal de grosses foirades sur le sujet de la charge de travail si on se dit la vérité. La première chose, c'est que moi j'ai audité des centaines d'entreprises sur les risques psychosociaux et la charge de travail, c'est un facteur qui ressort quasiment tout le temps dans les analyses, mais pour une raison qui est très facile à expliquer, que je vais expliquer tout de suite. Et quand elle ressort pas, c'est en général pour deux raisons qui sont pires. Soit parce qu'il n'y en a plus et que l'entreprise est en train de couler, ce qui n'est jamais une très bonne nouvelle. Le plus gros des risques psychosociaux au travail, c'est de perdre son job. Soit parce qu'il y a pire. Et en général, c'est des phénomènes de harcèlement ou des grosses tensions relationnelles où en gros, tu préférais avoir un peu de surcharge que ça. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle quand on parle de charge de travail. En tout cas, c'est quelque chose de normal au sens de quelque chose de courant. On voit une charge de travail excessive. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour la santé. En tout cas, c'est quelque chose de normal, pas au sens de normatif. Au sens normatif, ça voudrait dire bon, mais au sens de OK, habituel. C'est normal, c'est régulier, c'est courant. En fait, c'est quasiment systématique que ça ressorte. Et en fait, souvent, moi, ce qu'on me demandait quand il y avait des problèmes de charge qui explosaient un peu partout, c'est est-ce que tu peux nous faire un bon gros plan d'action global pour attaquer la charge de travail? Et je l'ai fait. Et je l'ai fait plein de fois. Et plein de fois, en fait, j'ai déçu. Et j'étais le premier déçu, je pense, de ces plans d'action qui marchent pas. Parce qu'en fait, on peut pas attaquer la charge de travail par la conséquence. En fait, si tu veux, on prend un exemple concret. Si tu vas là pour les vacances d'été ou pour les ponts, tu prends l'avion. Si tu prends l'avion et qu'on te dit à Roissy, je suis désolé, Chloé, votre valise est trop lourde, tu vas pas dire, dans ces cas-là, je balance la valise. Enfin, tu peux, mais franchement, tu risques de passer des vacances un petit peu délicates. On est d'accord. Donc, tu vas ouvrir la valise et tu vas essayer de comprendre ce qui génère le poids, la masse qui est supérieure à ce qui est excédentaire par rapport à ce que la compagnie aérienne accepte. Mais la charge de travail, c'est ça. La charge de travail, c'est un facteur valise, c'est un facteur fleuve, c'est-à-dire qu'on peut pas arrêter la Seine à l'embouchure au Havre, on va arrêter la Seine à la source. Pour celles et ceux qui nous écoutent, ça s'appelle source Seine à côté de Dijon. Pourquoi je raconte ça? Parce qu'en fait, la charge de travail, c'est la conséquence de multiples facteurs de stress préalables. Je ne me sens pas soutenu, sentiment de charge de travail. Mon rôle est opaque, sentiment de surcharge de travail. Je suis pas assez reconnu, sentiment de charge de travail. En fait, c'est un facteur fleuve au sens où il se nourrit de toute la puissance de ses affluents, de tous les facteurs qui sont des antécédents de la charge de travail. Donc, vouloir corriger la charge de travail en tant que telle, la prendre de façon frontale, c'est toujours une absurdité. Il faut aller creuser les facteurs qui sont les plus explicatifs de cette charge de travail. Et alors, donc du coup, pardon, excuse-moi, je t'interromps juste, mais il y a plein d'angles à aller creuser et du coup, ça me donne un peu d'espoir, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de solutions à aller chercher de plein de côtés différents. Si finalement ça embarque tout ça, pourquoi est-ce qu'on en parle plus aujourd'hui qu'avant? Enfin aujourd'hui, en fait, dans ces années. On en parle beaucoup plus parce qu'il fait alors déjà tout simplement parce que la culture relative à la prévention des risques psychosociaux a évolué, parce que la loi a évolué sur le sujet aussi. Depuis, entre guillemets, Darcos 2008-2009, ce qui s'est passé chez France Télécom et chez Renault, on positionne beaucoup plus la question de la santé mentale au travail sur ces sujets-là. Grande cause nationale, la santé mentale en France en 2025. Donc, on a une éducation populaire qui est plus grande sur ces sujets, ce qui fait que ça les fait émerger. C'est une très bonne nouvelle. Et puis, parce que la mentalisation du travail, le fait que le travail est beaucoup plus cognitif et beaucoup moins physique, fait qu'on a parfois une charge de travail qui explose. Et le problème, c'est que tu peux pas prendre une photo nette
si tu es en train de courir. Tout va être flou. Et si on veut faire un travail de bonne qualité, on peut pas constamment être en train de courir après le temps parce qu'en fait, ça dégrade la qualité du travail, c'est beaucoup plus accidentogène, ça fait plus d'erreurs et ça génère des surcoûts pour l'entreprise. Or, la seule vocation d'une entreprise, c'est de produire de la valeur, mais c'est pas grave, c'est pas triste. C'est justement parce que l'entreprise n'a que pour seule vocation de produire de la valeur qu'il faut qu'on se questionne sur ce qui va déterminer cette création de valeur. Or, la santé mentale est un déterminant de la création de valeur. En gros, pour celles et ceux qui nous écoutent, allez bosser avec 39 de fièvre, 19 de tension, une jambe dans le plâtre, vous allez voir si vous créez de la valeur. C'est impossible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on prend en considération des conditions de travail favorables à la santé pour que ce soit favorable à la performance. Et ça nous amène à la suite de la question que tu as posée juste avant sur les croyances qu'on va avoir sur le sujet. Parce qu'il y a une croyance qu'on n'a pas encore craquée, il y a un mindset qui perdure aujourd'hui qui, à mon avis, est pas hyper bon. C'est de penser qu'on peut travailler sur les questions de surcharge de travail de toutes les équipes de la même manière. Mais en gros, la charge de travail d'une équipe de marketing, d'une équipe top line, c'est absolument pas la même charge de travail qu'une équipe de comptabilité fournisseur. On ne peut s'intéresser aux questions de surcharge de travail qu'au plus près de l'activité, de la nature de l'activité. C'est en allant regarder avec les équipes, et je donnerai quelques techniques très concrètes, quelques outils, quelques méthodos tout à l'heure, ça t'intéresse. C'est en allant au plus près, on va dire, de la réalité du travail des équipes qu'on va pouvoir regarder comment on peut shooter certaines tâches à très faible valeur ajoutée. Yeah. Ok, passionnant. Alors évidemment, je vais avoir envie d'arriver sur la façon de pouvoir aller les accompagner. Je sais que dans ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui se posent la question de comment ils vont pouvoir reprendre ce sujet en main. Je comprends qu'il y a plusieurs parties prenantes, c'est-à-dire il y a ce qui se passe au niveau de l'organisation, il y a ce qui se passe, on l'a un peu entendu, au niveau du manager, et puis il y a la façon dont les individus aussi vont aborder eux-mêmes leur charge de travail. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres angles de vue à prendre en compte ? En fait, on va pouvoir accompagner des individus au sens des personnes, mais dans le métier des risques psychosociaux que sont les miens, on accompagne d'abord des organisations, ensuite des managers, après les individus. C'est-à-dire qu'on peut mesurer, il existe des échelles qui permettent de mesurer le niveau de maturité d'une organisation sur ces sujets. Quand on prend le sujet uniquement au niveau individuel, en considérant, bah oui, mais c'est aux gens aussi de faire attention, de pas être hyper investis, en fait, on sait que c'est une hérésie, c'est-à-dire c'est complètement bullshit. Ça laisserait imaginer que l'être humain a un libre arbitre total et qu'il n'est jamais influencé par des normes. Or, nous sommes des êtres humains, nous sommes faits de normes en fait. C'est les prescrits managériaux qui vont peser sur nous. Si tu arrives dans une grande soirée dans le tout Paris où tout le monde a une robe rouge et que toi tu as une robe blanche, bah tu vas te sentir un petit peu mal à l'aise. Alors qu'on pourrait dire bah Chloé, sens-toi à l'aise en fait, tu as le droit de porter la robe que tu veux, sauf que le prescrit social ce soir, c'était d'avoir une robe rouge et tu détonnes. Et donc on va essayer nous de créer des conditions de travail ou des organisations du travail qui sont favorables à la santé, que le manager puisse justement soutenir ces organisations pour qu'ensuite ça arrive sur les salariés. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est la santé mentale au travail, la question de la surcharge, c'est un peu la même chose que la sécurité au travail. L'alpha et l'oméga de la sécurité, c'est pas d'avoir des chaussures de sécurité, des lunettes et un casque. Ça, c'est ce qu'on fait en dernier. La protection individuelle, c'est toujours la dernière mesure de protection. D'ailleurs, c'est le 41-21 du Code du travail. L'employeur, il se doit de mettre en place des conditions qui sont favorables à la santé. Mais c'est la raison pour laquelle la bonne nouvelle, c'est que les questions de surcharge de travail qu'on voit partout, elles sont tristes, mais elles sont pas tragiques. Ce qui est tragique, c'est toutes celles et ceux qui nous écoutent, ils sont comme moi. S'ils mangent 5 fruits et légumes par jour, un jour, ils vont mourir. Ça, c'est tragique. Quel que soit ce qu'on consomme, un jour, on connaît l'issue. Mais la charge de travail, c'est pas du tout le même truc. Absolument pas. C'est triste au sens où, oui, ça peut affecter la santé, ça peut créer l'épuisement professionnel, du burn-out, des problèmes cardiovasculaires. Ok, c'est une logique de risque, la probabilité d'apparition d'un danger. On connaît ça. Mais ça, c'est pas grave du tout, au sens où la bonne nouvelle, c'est qu'on a des leviers, c'est qu'on a des moyens. Ce qui serait tragique, c'est qu'on puisse rien faire. C'est simplement triste parce que pour l'instant, on ne mobilise pas l'intégralité des connaissances ou des actions qui sont à notre main pour pouvoir endiguer ces situations de surcharge. Alors justement, si on se rapproche des solutions, tu accompagnes pas mal d'organisations aujourd'hui, de tout secteur, de toute taille, de niveaux de maturité différents, j'imagine. Comment est-ce que tu leur proposes de se saisir de ce sujet-là, finalement ? En fait, on va pouvoir utiliser différentes façons de fonctionner. Si on veut donner tout de suite un petit tips pour les managers que moi j'adore, c'est une matrice qu'on va appeler plaisir et valeur ajoutée. En fait, tu prends ton équipe et tu leur fais un truc très simple. Tu traces 2 lignes, une horizontale, une verticale, plaisir plus, plaisir moins, je kiffe, je déteste, valeur ajoutée plus, valeur ajoutée moins. On crée de la valeur ou
soit on en détruit, soit on n'en crée pas. La consigne, elle est très simple. Tu prends ton agenda des 8 derniers jours et il faut que chacune des réunions, chacun des slots qui sont dans ton agenda, tu les répartisses là-dedans avec ton équipe. C'est hyper intéressant à faire parce qu'il y a des cases qui sont faciles. Je kiffe, ça crée de la valeur, tout le monde est content. Je déteste, ça détruit de la valeur, tout le monde est content de l'enlever. Mais déjà, on commence à shooter des tâches à très faible valeur ajoutée. C'est intéressant quand même parce qu'on oublie que l'être humain, il a un mode de fonctionnement qu'on appelle un principe d'économie psychique. Ce qui fait qu'on a des stéréotypes, toutes et tous, c'est que le monde est tellement complexe, moi, pour mon petit cerveau de psychologue, que j'ai besoin de le simplifier. Je peux pas, moi, j'ai une équipe de 8 personnes, je peux pas leur dire, écoutez, le monde est, d'un point de vue cognitif, beaucoup trop sollicitant, je vais me mettre sur le dos et attendre la mort. En tout cas, c'est pas ce qu'ils attendent de moi en tant que manager. Et donc, je préfère me mettre dans une autre position, qui est de se dire, OK, comme le monde est complexe, j'utilise des stéréotypes, c'est pratique, mais c'est faux, donc on va essayer de faire des choses un petit peu différemment. Et donc, quand je kiffe pas et que ça détruit de la valeur, c'est une occasion de revoir aussi notre façon de fonctionner. Parce qu'il y a des choses qu'on fait uniquement par habitude au boulot. On l'a toujours fait comme ça, les réunions toutes pourries ou les town halls où en fait, on se dit, mais en fait, je parle dans le conseil, par exemple, les réunions où chacun parle de ses projets. T'es 12 autour de la table, chacun détaille son projet. Sauf que tu t'en tapes de l'intégralité du projet des autres. Personne n'écoute, tout le monde fait ses mails. Et même celui qui parle, ça le saoule. Parce qu'il dit, mais en fait, je parle d'un truc, tout le monde s'en tape de ce que je suis en train de raconter. Il y a trop de détails, c'est pas ça le cœur du sujet. Et donc, c'est l'occasion. On reparlera tout à l'heure du dry January des réunions. Il faudra que tu m'y fasses penser. Oui. Mais donc, je déteste, ça détruit de la valeur, c'est facile. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est je kiffe, mais ça ne crée pas de valeur. Okay. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça peut être Par exemple, des personnes qui sont hyper jusque-boutistes dans la façon de faire leur PowerPoint, leurs presse et autres. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit méga beau, les animes, les trucs. Elles passent des heures au carré à faire des trucs qui sont hyper beaux, alors que globalement, la valeur ajoutée pour le client, au-delà d'un certain moment, la surqualité, ça sert pas à grand-chose. Sauf que pour cette personne, c'est hyper motivationnel. OK. Et donc, si tu lui dis, j'arrête, t'arrêtes de faire ça parce qu'en fait c'est de la surqualité. Dire ouais, c'est peut-être de la surqualité, mais moi en fait c'est un truc qui est hyper important pour moi. En fait, c'est l'idée selon laquelle on met toujours de nous-mêmes dans ce que l'on fait. Tout projet, tout produit, il engage ton identité. Authentic Talent, c'est toi, c'est aussi le prolongement quelque part du regard qu'est le tien. Vous utilisez des outils, tu parlais d'Hogan, des outils qui sont certifiés, qui ont une valeur scientifique qui est réelle. C'est aussi ça qui te différencie, qui vous différencie, qui fait la valeur ajoutée. Et donc c'est le prolongement de la vision qu'est la tienne, cette volonté que vous avez de travailler avec des outils qui sont fiable. Et donc, tu mets de toi-même dans la façon dont tu te projettes sur les sujets. Moi, je fais pareil avec sens et cohérence, exactement. Et donc, si on me disait, t'arrêtes de faire ça parce que ça sert un peu à rien, très sincèrement, je le vivrais mal. Mais je vais expliquer comment on peut faire. Donc, je kiffe, mais ça crée pas de valeur ajoutée, mais c'est motivationnel. Donc, en tant que manager, je sais pas si je peux te l'enlever. Et puis, de l'autre côté, il y a, ah non, mais ça, je déteste, mais ça crée de la valeur. Par exemple. Et ça, c'est relou. Alors, je vais essayer de pas prendre des exemples de mon métier quand même, mais par exemple, quand tu vas dans quand tu audites des centres de services partagés. Moi, tous mes clients, ils ont des grands centres de services partagés. Ils ont parfois des logiques de ticketing ou des logiques où il faut revoir l'intégralité de l'interface parce qu'on t'a vendu une interface qui fonctionnait hyper bien, qui allait faire des économies, des ETP partout, mais ça, en fait, ça marche jamais. Et en fait, il faut reprendre l'intégralité du cahier des charges avec le prestat parce que ça marche pas. Et c'est une tannée à faire. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'au final, ça va créer de la valeur parce que ça va faciliter les fonctions support et la façon dont on va délivrer notre service à nos clients internes. Mais quelle tannée de faire un cahier des charges de SIRH ou de quoi que ce soit avec le prestat. C'est horrible. En tout cas, chaque fois que j'ai eu à le faire, moi, j'ai trouvé ça horrible. Donc, qu'est-ce que tu fais de ça? Et la question, c'est qu'on puisse regarder ça en équipe. Et en fait, quasiment à chaque fois qu'on le fait, on se rend compte que, et tu le disais au départ, Chloé, t'as des gens qui disent, mais en fait, moi, je trouve pas ça chiant, quoi. Moi, ça, j'aime bien. Ou alors, ça m'intéresse, ou je vois ce que je peux y gagner parce que c'est un sujet que j'ai à craquer dans mon agenda. Ça me saoule toutes les semaines. Donc, OK, ça me passionne pas, mais en revanche, si on peut le craquer vite, moi, je suis volontaire. L'idée, c'est de voir dans l'équipe comment ça résonne, ces trucs-là, pour voir comment on peut les redispatcher. Et si on fait le pari d'un management par la confiance, où on dit aux équipes, écoute, que ça soit toi ou toi qui le fasse, moi, peu importe, tant que vous vous dispatchez le boulot et que c'est bien fait, ça me va bien. Ça permet de faire une espèce de mapping, de cartographie de ce qu'on kiffe, ce qui crée de la valeur, ce qu'on arrête parce que ça a peu de valeur ajoutée, et d'autres tâches qu'on va essayer de se dispatcher les uns les autres, tout simplement, pour que ça puisse mieux fonctionner. Alors du coup, j'ai quand même une question. Je me dis, je suis en train de le visualiser avec mon équipe, mais bon, je vais essayer de prendre de la distance. Je me dis, de temps en temps, tu as effectivement quelque chose qui apporte de la valeur à la boîte et en même temps qui saoule profondément la personne qui le fait. Si tu commences à faire une distribution, entre guillemets, en fonction du niveau d'appétence, il y a des choses qui sont, entre guillemets, un peu faciles. Il y a des moments où ça te met quand même un petit peu le bazar dans l'orga. Tu sais plus trop qui fait quoi, la logique des rôles, etc. Comment est-ce que tu traites ça? En fait, tu utilises un effet psychologique qu'on appelle l'effet voix, VOI.
dit X. Alors en fait, l'effet voix en psychologie, c'est quoi? C'est l'idée selon laquelle quand tu laisses la possibilité à une personne de s'exprimer sur un sujet, en fait, ça va la mettre beaucoup plus en adhésion par rapport au sujet. C'est quelque chose que les managers ont parfois un petit peu de difficulté à faire parce qu'ils ont cette croyance selon laquelle retenir nos larmes, ça nous rend moins malheureux. Tu sais, on a entendu beaucoup de bullshit RH sur le côté il faut trouver ça inspirant, c'est super, c'est waouh, j'y crois. En fait, comme si notre vie elle était faite d'une gamme d'états émotionnels extrêmement limitée. On a le droit de dire que quand c'est cool, mais jamais quand c'est relou. Or, dans la littérature scientifique, et toutes les grandes entreprises le font maintenant, elles ont compris que le climat de sécurité psychologique, c'était un truc hyper important. Parce que ça a une relation causale avec la performance business. C'est-à-dire que meilleur est ton climat de sécurité psychologique, plus tu performes. Le climat de sécurité psychologique, c'est la possibilité que tu as de dire pas uniquement j'y crois, c'est super, c'est waouh. C'est dire mais moi je suis pas hyper sûr, je flippe, là j'ai la rage, je suis frustré, j'y crois pas, j'ai honte. L'effet voix, c'est la capacité qu'on va avoir à laisser les personnes s'exprimer sur les sujets, même pour dire quand ça leur plaît pas, même pour dire quand c'est ennuyeux, et où on va, je le disais, cette phrase vaut mieux une vraie tristesse qu'une fausse joie, leur dire mais effectivement je comprends que c'est casse-pied, on va essayer de rendre les choses les moins casse-pied à faire, voici pourquoi c'est important pour l'entreprise et voici pourquoi je te demande de le faire. Si tu as besoin de soutien dans tout ça, je vais t'aider en tout cas tant que faire se peut. Personne n'est dupe, c'est-à-dire qu'on se doute bien quand on partage ça avec son manager, il va pas nous dire bah écoute ça t'embête, on le fera plus jamais, on arrête. À l'époque où j'auditais une grande chaîne de supermarchés, le premier facteur de stress dans ces hypermarchés dans toute la France, c'était la confrontation à des clients incivils. C'est un peu compliqué de dire aux plus grands commerçants de France arrêtez d'avoir des clients. Enfin, on sent bien que le business model en serait légèrement affecté. Donc l'idée c'est de dire OK, mais comment on vous donne les moyens, comment on te soutient, comment on te coach, comment on te donne des ressources additionnelles pour faire face à tout ça. L'effet voix, c'est que la personne qui a pu partager son regard, dire la vérité de son ressenti sur le sujet, ça ne veut pas dire que magiquement elle va adorer ce qu'elle va faire demain. C'est qu'elle va être, en tout cas, trouver ça beaucoup plus acceptable de le faire et le faire avec beaucoup moins de dédain. Ok, hyper intéressant. Et alors donc du coup, je veux évidemment revenir à qu'est-ce que tu fais en tant que manager de ce salarié qui te dit qu'il adore passer 18 heures à peaufiner son PowerPoint alors que ça n'apporte pas de valeur à l'entreprise. Comment est-ce que tu traites cette partie? En fait, ce qu'on va faire avec cette personne, c'est regarder comment elle peut faire ça on top du reste. Enfin, c'est dire voici ce sur quoi je t'attends, c'est-à-dire voici tes objectifs. Le rôle du manager, c'est de clarifier les attendus. Il y a pas de responsabilité implicite en fait au travail. Je prends un exemple, mais je vais sortir un peu du boulot. Moi, j'ai 2 enfants qui ont 4 et 6 ans. Si quand on sort de table le soir, je leur dis ça serait bien que quelqu'un range le lave-vaisselle, et c'est moi qui le fais tout le temps. En fait, il faut que je dise Louis, tu vas ranger le lave-vaisselle, et Paz, tu vas passer un coup d'éponge sur la table. Sinon, ils le font pas en fait. Le job du manager, c'est de clarifier en étant explicite les responsabilités attendues. Et une fois qu'on dit, bah écoute, moi j'ai pas de problème, si ce qui t'intéresse ou si tu prends du plaisir à faire des PowerPoint, des presses de malades et autres, je t'attends là-dessus, là-dessus et là-dessus, mais une fois que tu as fait tout ça, je te demande pas l'extra mile, si tu as besoin ou si tu as envie de passer du temps là-dessus, c'est OK pour moi. Donc la personne a la possibilité de continuer à mener la tâche qui l'intéresse, simplement elle fait dans un temps qui n'impacte pas négativement la productivité de l'entreprise. Oui, c'est clair pour elle, du coup, qu'elle le fait, entre guillemets, pour se faire plaisir. Exactement. Ok, hyper intéressant. Alors, évidemment, tu m'as fait un teasing tout à l'heure sur ce qui était le dry January des réunions. Ah ouais, ça, c'est trop bien. J'aimerais que tu m'en dises plus. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a essayé chez différents de nos clients. Alors, au départ, on nous prend toujours pour des doudingues, mais ça marche vachement bien. Le dry January des réunions, c'est quoi? Vous savez, le dry January, c'est ce qu'on fait quand, au mois de janvier, on se dit, bon, vous savez, les Français estiment mal 3 choses, le nombre de vols en entreprise, la qualité de leur sommeil et la quantité de leur consommation d'alcool. En gros, on vole beaucoup plus qu'on ne veut bien le dire dans les entreprises. Ah ouais. Alors, je vous expliquerai de la psychologie morale si ça vous intéresse, c'est passionnant. On consomme beaucoup plus d'alcool qu'on ne le pense et on dort beaucoup mieux qu'on ne l'imagine. Mais Dry January, c'est ce qu'on fait tous en janvier en se disant on a peut-être un peu trop picolé pendant les fêtes, là on va faire attention et on va éviter pendant un mois pour avoir un regard lucide sur la réalité de notre consommation. Bah ça, on peut le faire avec les réunions. On se dit on prend un mois, t'es pas obligé de le faire au mois de janvier. Si tu veux faire le Dry June, tu fais ce que tu veux. C'est dommage, les terrasses vont être ouvertes. Mais globalement, c'est pas 0 morito, c'est 0 réunion. C'est-à-dire tu fais un mois où en fait il y a interdiction d'organiser des réunions. Alors, moi quand je dis ça dans les entreprises ou en conférence, les gens me disent non mais monsieur, on a un vrai travail, on n'est pas psychologue nous. Donc il faut vraiment qu'on bosse. Mais je suis lucide, je sais bien qu'en fait des réunions faut en faire. C'est nécessaire de se coordonner pour générer de la productivité. Simplement, si on prescrit l'interdiction de faire des réunions, qu'est-ce qui se passe pendant un mois ? En fait, les gens se réunissent sans faire de réunion, mais ils se réunissent d'une façon que moi je trouve toujours un peu magique. Il y a juste 2-3 personnes qui sont les personnes concernées, qui viennent se poser une question,
qui attendent une réponse et qui la trouvent en moins de 10 minutes. Ça veut dire que tu n'as pas des slots de 2 heures où tu as 25 personnes qui viennent, tu as un type qui arrive, il a rien à voir avec la choucroute, mais il se dit, quitte à être là, je vais donner mon avis. Il rajoute de la surcharge au chef de projet parce que sinon il se sent illégitime en réunion. Et en fait, il amène plein de contraintes à tout le monde. Le Dry January des réunions, c'est un mois sans faire aucune réunion officielle pour faire que ce qu'on appelle des réunions pirates. Les réunions pirates, c'est vraiment, on part 5 minutes dehors, on se pose une question, on trouve une réponse, il y a juste les bonnes personnes et on délivre. Mais un peu ce qu'on a fait au départ de la pandémie. Je veux dire, quand on a mis le télétravail en crash, les gens disaient « Waouh !» Mais qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue décisionnel? On est méga plus efficace. Parce que tu te tapes plus des réunions de 2h30 où tu écoutes des gens raconter leur quotidien, où tu t'en tapes complètement. Ce que tu veux, c'est un arbre d'écho, c'est de la décision, c'est savoir comment on peut avancer. Et au bout d'un mois, le fait de faire ça, ça permet de questionner les habitudes. Ça permet de se dire, en fait, il y a peut-être plein de réunions qui sont pas les bonnes, où il n'y a pas les bonnes personnes, pas les bons contenus, pas les bons sujets. Et donc, ça permet de re-questionner certaines habitudes qui sont très consommatrices de temps. Tiens, je vais te parler d'un autre truc que moi, je fais depuis maintenant 12 ans et qui marche hyper bien. Et pour le coup, c'est pas juste un truc de psy doudingue. Moi, je le fais et je demande à toute mon équipe, quand je les recrute, de faire exactement la même chose que moi. Moi, mon agenda, il ressemble à la même chose depuis 12 ans. Alors, tu vas me dire, dis donc, la routine avec toi, ça doit être quelque chose, c'est vraiment, ça doit être difficile la vie quotidienne, ta femme a pas de chance. Et ben, en fait, alors oui, peut-être, mais c'est pas le sujet. En fait, moi, j'ai programmé des slots, c'est-à-dire que les modalités d'exercice de ma productivité sont questionnées de façon hebdomadaire. Ça veut dire que mes semaines, j'ai 3 blocs dans mes semaines. Toujours les mêmes depuis 12 ans et sans aucune limite de temps. Ces 3 slots, c'est quoi? J'ai 2 demi-journées qui s'appellent journée buffer, ne rien prendre. En fait, c'est quoi l'idée? C'est qu'on a une conception du travail qui est une conception erronée depuis quelques années. En gros, on considère que les aléas sont exceptionnels. Et tous ceux qui travaillent, qui nous écoutent, savent bien que c'est pas vrai. En fait, les aléas, c'est la norme. T'as un collègue qui est en carafe, un client qui répond pas, la propale qui part pas, ton VPN qui bug, ton ordi qui a un souci. Enfin, c'est ça le vrai vie. Enfin, il y a un grand psychologue qui dit travailler, c'est échouer. Et toute l'intelligence humaine, c'est dépasser justement ces échecs en mobilisant nos savoirs. Eh bien, si on considère que les aléas ne sont plus des exceptions, mais sont la norme, si c'est une norme, c'est comment tu l'intègres dans ton quotidien. Sinon, en fait, tu rentres tôt, tu repars tard, tu manges un sandwich devant l'ordi, tu bosses un peu le soir et week-end, parce que tu tapes toute ta gestion des aléas on top du reste. Moi, j'ai mis 2 temps buffer, tampons en français, qui viennent tamponner un petit peu ma surcharge de travail, parce que le propre de tout projet, c'est de déborder. Mais ça, c'est pas la fin triste d'une discussion, c'est le début fertile d'une action, en disant, puisque tout projet va déborder, comment j'intègre dans mon agenda des réunions, des fausses réunions, ce que j'appelle, c'est la piraterie au service de Sa Majesté, quelque part. C'est comment je hack le système de mon employeur au profit de mon employeur et de ma sérénité. Je me mets des fausses réunions ou je me mets des temps buffers. Moi, ça fait 12 ans que je fais ça. Ils sont tout le temps occupés, ces temps-là. Dans 80% du temps, ils sont occupés parce qu'il y a les aléas du quotidien, du management, une propale, un besoin, quoi que ce soit. Et puis, dans 20% du temps, c'est ce qui me permet d'aller faire du vélo, d'aller chercher mes enfants à l'école beaucoup plus tôt parce que j'ai du temps tranquille pour le faire. Et quels sont tes autres blocs, du coup? Alors, moi, j'ai ces 2 blocs-là et j'ai alors, après, c'est l'organisation d'un cabinet de conseil, mais moi, j'ai un bloc entier qui est dédié uniquement à pouvoir prendre soin de mes clients, puisque moi, j'ai fait psychologue parce que j'aime la relation et j'ai un bloc qui est uniquement dédié à le matin prendre soin de mes clients et l'après-midi prendre soin de mon équipe. Je ne crois pas, moi, au manager qui dit ma porte est toujours ouverte. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on fait quand on a envie de rien faire. Le soutien passif, ça n'existe pas. Il n'existe que du soutien actif. Et le soutien actif, moi, j'ai un bloc qui est dédié à des moments où j'appelle mon équipe et je pose toujours la même question. Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre la vie plus douce? Moi, mon job, je considère, mais je vais pas parler de moi, c'est pas très intéressant, mais moi, je considère mon rôle de manager sous différents actes, mais ça va faire le lien avec la question de la surcharge de travail. Moi, je leur dis toujours, je suis un gilet pare-balles. C'est-à-dire, s'il y a des balles à prendre, il faut que je les prenne avant vous. Il faut que je me mette devant vous pour pas que ça vous touche. Donc, je suis là avant tout pour vous protéger. Deuxièmement, je suis un porteur d'eau. Je suis là pour vous amener un verre d'eau pour que vous puissiez courir le plus longtemps possible. Mon job, c'est vous donner les conditions favorables à une motivation de qualité et une performance durable. Mais pour ça, en fait, il faut être en soutien. Et être en soutien, c'est pas juste dire, si tu as un problème, tu viens me voir. Être en soutien, c'est appeler, c'est prendre des nouvelles, c'est dire de quoi tu as besoin, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre la vie plus facile. Enfin, et en plus, c'est un vrai bonheur de faire ça avec son équipe parce qu'elle te le rend bien derrière. Bien sûr. Alors, tu disais tout à l'heure que créer un espace de sécurité psychologique, on en parle effectivement depuis quelques années, c'est quelque chose que les organisations ont bien appréhendé et qu'ils ont compris le lien avec la performance derrière des équipes. C'est quelque chose que tu vois vraiment partout ou c'est
du marketing? En fait, de plus en plus. J'ai fait une conférence avec le CEO d'un grand groupe de produits bio à La Rochelle, qui est vraiment exceptionnel comme monsieur, il y a quelques mois de ça. Et on était tous les deux sur scène et je lui dis, j'aimerais bien qu'on fasse un truc un peu en mode fail convention, un peu comme les US où on est capable de te dire à un moment, voilà où j'ai foiré. Parce qu'en fait, le climat de sécurité psychologique, c'est certes pouvoir dire toute ta gamme d'états émotionnels. En gros, ce que je dis souvent, c'est que celles et ceux qui n'aiment la vie que quand elle est belle, c'est pas la vie qu'ils aiment, c'est une chimère. Parfois, tu es heureux, parfois, tu es malheureux. Tu sais, c'est le fameux merci pour les roses, merci pour les épines. Et ben, c'est exactement la même chose. Mais moi, la deuxième dimension de la sécurité psychologique, c'est aussi pouvoir donner un statut à l'erreur, qui est un statut qui n'est pas celui d'une faute. Mais on peut pas le décréter. Tu peux pas dire à tes équipes, vous avez le droit de faire des erreurs, c'est pas des fautes. Ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait, personne ne fait ce que l'on dit. Tout le monde fait ce que l'on fait. Très concrètement, moi, si je dis à mes enfants, écoutez, là, on ne mange plus de chocolat à 11h45 parce qu'on va passer à table et que j'en ai plein la bouche, mais je peux te garantir que j'ai aucune crédibilité parentale. Ça m'arrive de temps en temps. Le principe de la fail convention, c'est de dire, voici là où moi je me suis planté. Et ce grand CEO d'une énorme boîte française justement de produits bio, il a expliqué les erreurs qu'il a faites d'un point de vue stratégique et comment il a pu en faire quelque chose. Et c'est hyper intéressant justement la sécurité psychologique. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui acceptent de dire, bah, là-dessus on s'est planté, on aurait dû faire différemment. Mais ça doit être porté par l'executive management. Parce que si tu as un membre de l'excom qui te dit, bah, en fait là on s'est complètement planté sur le sujet, on va changer de braquet, ça veut dire que c'est quelque chose qui est assumé. N'oublions pas que le contrat de travail, au travail, on n'est jamais une grande famille. Sinon, tout le monde, toute ton équipe irait passer Noël chez toi et j'imagine que c'est pas le cas. Donc, on n'est pas une grande famille, on est des collègues qui s'apprécient et c'est très bien comme ça, là encore. Moi, ça me va super bien cette façon de fonctionner. Mais puisque le contrat de travail est un lien de subordination à un employeur, alors il faut que celui qui est porteur du pouvoir, de la responsabilité, donne l'exemple. Et si tu as un membre de l'excom qui sait reconnaître les erreurs, les insatisfactions, ce qu'il a fait, qu'il aurait pu faire différemment, ça véhicule un statut de l'erreur qui est un passage obligé au service de la performance et non pas une faute morale qu'il faudrait absolument éviter. Ouais. Complètement d'accord avec ça. Tu nous as donné plein d'exemples pour les managers. Je suis sûre que tu en as encore plein, mais je me pose la question aujourd'hui, on a une audience de DRH qui nous écoute et qui certains sont confrontés à ce sujet de surcharge, mais aussi quelque part comme un reflet de la culture aussi de l'organisation. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur apporter comme, j'en sais rien, conseil, angle de réflexion? Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire pour justement la fonction RH. C'est comment elle va pouvoir accompagner elle-même ses propres équipes, ses managers. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire déjà dans le design des organisations, c'est-à-dire dans la façon de penser des organisations qui sont saines, qui vont pas générer énormément d'entropie ou toutes ces interfaces qui sont dysfonctionnelles, parce que la plupart des cas de surcharge, c'est les interfaces entre les différents services qui fonctionnent pas. Donc, c'est comment on va designer des organisations qui répondent à ces besoins-là. On pourra en reparler un petit peu tout à l'heure du design d'orga. Comment on va former aussi les managers justement pour savoir, alors ne serait-ce qu'un truc tout bête, mais comment tu accueilles quelqu'un qui est explosé, qui est fatigué, parfois qui peut être en larmes ou en colère. Comment on va accueillir quelque part la demande de la personne qui est en situation de surcharge? Une fois qu'on l'a accueilli, comment on va pas répondre à sa place? Il y a qu'à, faut qu'on, t'as qu'à faire ça et autres, parce que c'est littéralement de l'antipathie et ça va générer des problématiques additionnelles. Donc c'est prévention primaire, ce qu'on appelle prévention primaire des risques psychosociaux, c'est on design des bonnes orgas. Prévention secondaire, on va former les managers à prendre soin d'eux, prendre soin des autres. Ça, c'est un fondamental. Tu peux pas accueillir la charge émotionnelle de quelqu'un qui est surchargé si toi-même t'es out of Africa d'un point de vue émotionnel, ça marche pas. Donc c'est pour ça que prendre soin de soi, c'est jamais de l'égoïsme, c'est toujours de la responsabilité et de la lucidité. Il faut avoir de la place pour accueillir la constellation mentale de l'autre, c'est-à-dire sa représentation du monde, mais aussi sa charge émotionnelle. Ouais, j'ai envie de faire une petite pause là-dessus parce que je reconnais beaucoup la situation de pas mal de populations RH en ce moment qui accueillent parfois un peu toute la misère du monde, doivent soutenir aussi les managers qui sont pas toujours formés effectivement à accompagner leurs équipes sur ces sujets-là et qui eux-mêmes, population RH, sont déjà au bout du rouleau. Donc il y a un vrai sujet sur, c'est pas de l'égoïsme. Je pense que c'est dans ce que tu dis qui est intéressant, c'est pas de l'égoïsme que de prendre soin de ça. Non, mais parce qu'en fait, l'idée, c'est de soutenir ceux qui feront les soutiens de l'organisation. C'est-à-dire que on a réussi à prouver scientifiquement que les managers les plus soutenants sont les managers les plus soutenus. Ah oui.
Aucun secret sur le sujet. Et donc, la question, c'est pas de jeter l'opprobre sur ces managers en leur disant il faudrait que tu sois. C'est comment on leur donne les moyens, justement. Et c'est vraiment une vraie question pour la fonction RH en ce moment parce que on voit une mutation des organisations depuis une dizaine d'années où on met les fonctions RH comme étant des fonctions non productives. Hein. C'est plus un centre c'est vécu comme un centre de coût. Oui. Et donc, on les réunit dans des centres de services partagés où on va tailler dans le gras systématiquement en disant il reste plus que du muscle. Ouais, il reste un muscle qui est quand même sacrément atrophié. Et en fait, souvent, moi, les DRH que je rencontre, c'est plutôt des personnes qui ont une dimension vocationnelle, c'est-à-dire que tu ne deviens pas DRH avec les études qu'il faut faire et autres, juste comme ça, sur un coup de tête. Il y a quelque chose qui te parle et souvent, la dimension humaine, elle leur parle beaucoup. Mais si tu as une dimension humaine qui te parle beaucoup et que tu as l'impression que plus ça va, plus on va raréfier les ressources qui te permettent d'incarner cette version, cette vision humaine de la fonction RH, ça va tarir aussi tes motivations et tu vas prendre cher parce que ça va te générer une charge émotionnelle considérable. Ouais, complètement d'accord. Donc, il y a un sujet sur l'accompagnement, le soutien des managers, voilà, leur donner des moyens. Il y a effectivement prendre soin de soi et notamment en partant de la fonction RH. Et puis, tu parlais de travailler sur le design organisationnel, effectivement, qui peut être un des leviers. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon de faire ça ? En fait, je trouve que la façon la plus intéressante, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de grands groupes et des services de grands groupes, quand effectivement tu peux pas prendre le prisme individuel parce que tu vois que c'est une problématique qui est plus large que ça, c'est comment avec les équipes, moi je ne crois, on va dire qu'avec les équipes, c'est un travail qu'il faut faire au plus près de l'activité de chaque équipe. Je prends un exemple très concret, il y a quelques temps de ça, on me demande d'auditer une équipe conso de réseau d'un très grand groupe international, en me disant c'est une équipe qui est hyper regardée par l'Excom puisque c'est elle qui va sortir les résultats derrière pour les cotations, pour les commissaires aux comptes, et l'équipe fonctionne pas. On enchaîne burn-out sur burn-out, on change les personnes, mais il y a toujours les mêmes problèmes. Burn-out sur burn-out. La question, c'est est-ce que l'équipe, elle est suffisamment gréée? C'est-à-dire, est-ce que c'est un problème de nombre de personnes? Est-ce que c'est un problème de compétences de personnes? Donc, on a recruté, ça change pas. On a formé, ça change mal, un peu, mais ça change mal. Ok, dans ces cas-là, est-ce qu'on est face à un mur? Comment on peut fonctionner sur le sujet? Ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire, en fait, on va déclarer un breakdown là dans cette équipe. C'est plus possible de voir des gens partir en burn-out dans tous les sens. En revanche, on va regarder avec l'équipe ce qu'ils ont à produire, les interfaces avec les autres équipes, et on va regarder comment on peut redesigner l'organisation. Mais on n'a rien inventé. On est juste parti de la réalité de leur travail, de voir comment ils bossaient, quels étaient les flux d'informations ou les arbres décisionnels qu'ils font avec les autres équipes. Et on a juste repensé une orga avec eux, avec l'humilité de se dire que toute nouveauté, Chloé, elle encapsule la possibilité de son échec. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu mets un truc nouveau comme ça, si tu t'attends à ce que ça marche direct, en fait, tu vas au-devant d'assez grandes déconvenues. Ça foire toujours un petit peu au départ, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la façon dont la situation va avancer. Et si tu redesignes avec une équipe au plus près du terrain et que tu dis, on essaye, mais on va faire un truc par essai-erreur, ça marche tant mieux, ça marche pas tant mieux. C'est l'occasion de faire quelque chose de différent. Mais comme on s'est parlé de surcharge de travail, on s'est dit que la surcharge de travail, elle ne se travaillait qu'au plus près de la réalité de l'activité. Et donc, ça implique, mais c'est le même truc que, il y a beaucoup de nos auditeurs ou nos spectateurs, si je les croise dans la rue, je les saluerai pas. Pourquoi? Parce que je les reconnaîtrai pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je les connais pas. Mais donc, ça veut dire quoi, mon truc débile? Ça veut dire qu'il n'y a pas de reconnaissance possible sans connaissance préalable. Ouais. Mais si, ça, on sait se le dire sur quelqu'un qu'on voit dans la rue. Je te reconnais pas. Non, je te connais pas. Mais dans le travail, c'est pareil. Si on veut pouvoir reconnaître le travail de nos collaborateurs, si on veut pouvoir valoriser, mettre en exergue, on parlera tout à l'heure, ça intéresse des 4 formes de reconnaissance au travail, mais parce que c'est un vrai modérateur de la surcharge. Et on doit absolument former les managers sur ce sujet-là. Si on veut reconnaître les collaborateurs, ça implique qu'on connaisse au préalable la nature de leur activité. Mais ça nécessite donc, Chloé, qu'on ait porté une attention volontaire, dire c'était quoi ta journée, à quoi ça a ressemblé, montre-moi ton rapport, montre-moi ton diag, montre-moi ton assessment, montre-moi ton coaching, pour qu'on puisse s'intéresser véritablement au travail d'autrui, parce qu'il n'y aura pas de reconnaissance de leur travail sans connaissance préalable de la nature de leur activité. Et cette connaissance préalable, c'est ce qui va fueler le design d'une organisation plus performante. Et du coup, c'est à la main du manager dans l'idéal, parce que finalement, s'il faut se rapprocher du terrain pour vraiment connaître ce qui se passe, la réalité du poste, de la charge, etc. La personne la mieux placée pour retravailler ce design, ça va être le manager? Le manager, et moi j'ai tendance à dire le manager, et j'invite sincèrement à impliquer la fonction RH dedans, parce que la fonction RH, elle a souvent une vision un peu hélicoptère, une vision un peu méta. C'est très bien d'avoir un manager qui connaît le terrain, mais c'est le fameux, tu sais, les pieds enracinés, la tête dans les nuages. Il faut avoir les deux. Parce que la vision globale, en fait, de ta fonction RH, c'est aussi ce qui va permettre de penser pas uniquement une micro-orga, mais une orga dans un système, en fait. Et de penser toutes les interfaces potentiellement dysfonctionnelles qu'il y a autour et de voir comment on va pouvoir les rendre beaucoup plus efficaces. Donc, il y a l'opérationnalité terrain du manager
valeur. Et moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir une fonction RH impliquée. Déjà parce qu'en général, ça les passionne et qu'ils sont hyper bons là-dedans. Mais en plus, parce que ça permet de garantir une chaîne de valeur qui soit la plus fluide possible. Ouais, ça peut être un très bon binôme. Et puis effectivement, offrir à la fonction RH un rôle, un moyen d'aller traiter les sujets différents de là où on peut l'enfermer par moment. Alors, je sais que le temps file, donc je suis obligée de restreindre toutes mes questions en live. C'est très difficile, mais tu m'as tendu une perche sur le fait d'aller creuser le levier de la reconnaissance, qui me paraît être un levier pas cher à actionner. Clairement. Et je sais que dans les gens qui nous écoutent, de temps en temps, certains me disent « Ok, on a plein d'actions stratégiques, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place assez facilement ?» Est-ce que tu peux me parler de la reconnaissance ? Ouais, en fait, en France, on a un mode de fonctionnement qui est centré sur une seule forme de reconnaissance, c'est la reconnaissance du résultat. On t'a demandé de faire 50 podcasts, t'en as fait 50, est-ce que tu auras une prime à la fin de l'année ? Je peux te répondre. Donc, nécessairement, c'est agréable, c'est utile, mais c'est très peu motivationnel, en fait. Quand on regarde aujourd'hui toutes les théories qu'on appelle les théories de l'autodétermination, j'aurais plein de trucs à te raconter sur les dernières théories de la motivation, mais moi aussi, je vais générer une auto-frustration. Reconnaissance des résultats, on sait tous le faire. La deuxième forme de reconnaissance qui est plus puissante, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance de l'effort. La reconnaissance de l'effort, ça serait, imaginons, de te dire, écoute Chloé, je sais que tu as passé une sale nuit, c'était difficile ce matin, et pourtant, t'es là, tu mouilles le maillot, t'es hyper avenante, je sens que t'es dans l'interview, enfin, t'as envie de me faire passer un bon moment et je t'en sais gré. La reconnaissance de l'effort, c'est quoi ? C'est reconnaître la mobilisation qui est la tienne, quel que soit le résultat. Pourquoi je dis ça ? Parce que on connaît tous des managers qui savent pas faire ça, qui disent à leur équipe, c'est super, vous êtes tous à l'heure en réunion pour une fois. Clac, t'as tout cassé. Mais c'est le parent qui a un enfant qui est nul en classe. Ton fils, c'est une brêle en maths, il te ramène que des 5 sur 20 et un jour, t'as un fils qui te ramène un 18 et tu lui dis, ouah, mais mon grand, c'est trop bien, tu vois que tu sais le faire, donc maintenant tu nous feras ça à chaque fois. Ouah, putain, mais t'as mis un coup de pression juste derrière, ça sert à rien en fait. Ce qui était des endorphines dans le sang, 0,3 millisecondes les hormones, ça devient du cortisol, de l'hormone du stress. La reconnaissance de l'effort, je reconnais ta mobilisation, quel que soit le résultat. Hyper bon pour la motivation. Okay. Troisième forme de reconnaissance, moi, je crois que c'est une de celles que je préfère, c'est la reconnaissance qu'on va appeler le jugement de beauté. Imaginons que dans les personnes qui écoutent ce podcast, cette interview, j'ai des personnes qui commentent, et j'invite toutes celles et ceux qui l'écouteront à le faire si vous avez envie de témoigner de jugement de beauté, des personnes qui me disent « Mais Adrien, mais c'était hyper agréable de t'écouter, tu mets hyper bien en mots le contenu de ta pensée, c'est d'une fluidité qui fait qu'on n'a pas vu le temps passer. » Et ben j'avoue, ça fait 20 ans que je fais ce taf, et ben ça me m'irait droit au cœur et j'en serais heureux. C'est quoi le jugement de beauté ? C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas oublier que on met toujours de nous-mêmes dans ce que l'on fait, tout projet, tout podcast, toute prise de parole, ça engage notre identité. C'est un jugement de valeur qualitatif par un père que l'on trouve légitime. Si moi j'ai quelqu'un de mon métier, du monde de l'entreprise qui me fait ce retour-là, on a prouvé d'ailleurs que ça aurait des effets cardiovasculaires positifs pour la personne qui va émettre le message comme pour celui qui va le recevoir. En fait, c'est reconnaître l'artisan, c'est reconnaître la personne qui se cache derrière le professionnel. C'est gratuit à faire. Les personnes qui nous écoutent peuvent le faire cet après-midi, ce soir, juste après l'écoute. Ils peuvent même le faire à la maison. C'est-à-dire que le jugement de beauté, on peut aussi le faire avec ses enfants, avec sa femme, avec son mari, avec les gens qu'on aime, pour leur dire combien on estime la joliesse de leur posture ou de leur comportement. Et on a le droit de réenchanter un petit peu notre monde à ce niveau-là. Et puis la dernière forme de reconnaissance, c'est ce que tu m'as donné tout à l'heure quand tu m'as accueilli. Les gens n'étaient pas là pour le voir, mais tu m'as accueilli en me regardant dans les yeux, en étant poli, en me souriant. En fait, tu m'as donné ce qu'on appelle de la reconnaissance qu'on va appeler existentielle. Elle a deux composantes, cette reconnaissance existentielle. Premièrement, tu m'as témoigné sans me connaître, parce qu'on s'est découvert véritablement aujourd'hui. Tu m'as témoigné, et j'espère que je t'ai témoigné la même chose en retour, une politesse élémentaire. En fait, tu as su différencier le respect et l'estime. Le respect, c'est ce qu'on doit à tout le monde compte tenu de notre humanité, notre appartenance commune à l'espèce humaine. Ça veut dire que tu m'as respecté sans même savoir si j'étais un type bien ou un salaud dans les comportements qui sont les miens. L'estime, c'est différent. L'estime, c'est un jugement de valeur que tu peux porter sur les comportements qui sont les miens. Si tout à l'heure, tu me raccompagnes à la sortie et que tu me vois dans la rue voler la sucette d'un enfant, je vous promets, c'est pas ce que je ferai, j'ai pas prévu en tout cas, mais nécessairement, tu vas mésestimer mon comportement. Tu vas trouver que ce que j'ai fait à ce moment-là, c'était nul. Pour autant, tu vas pas m'insulter ou me faire une clé de bras. Quelle légitimité aurais-tu à mésestimer un comportement si toi-même, tu devenais insultante derrière ? La reconnaissance existentielle, c'est la différence entre le respect et l'estime. Et, je le dis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, il y a une autre facette qu'on oublie souvent dans la littérature scientifique. C'est un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure dans la reconnaissance existentielle, c'est l'idée qu'un salarié français, il passe en moyenne 1600 heures par an sur son poste de travail. Et donc, bien souvent, il a des idées par rapport à la façon d'optimiser le système. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes, parce que la durée d'exposition ne dit rien de la qualité ou de la pertinence de l'argument.
Mais simplement, c'est l'idée de différencier la participation à une prise de décision à une participation à des décisions déjà prises. Où on te dit, écoute, j'aimerais bien changer la couleur de ta chaise en sachant que de toute façon, j'ai acheté une bleue. Oui, écoute, me pose pas la question. La reconnaissance existentielle, c'est ça. L'idée que tu puisses participer aux décisions qui vont impliquer ou impacter ton environnement de travail ou ton quotidien, et le fait que on différencie le respect et l'estime. D'un point de vue managérial, et j'y reviens parce que c'est important, ça veut dire que même si on n'est pas content du boulot d'un de nos collaborateurs, et ça peut arriver, c'est un acte managérial de dire à son collaborateur que son boulot n'est pas bon. Mais il y a une différence entre dire à quelqu'un qu'on mésestime son travail et montrer à quelqu'un qu'on va lui manquer de respect. Quand bien même on n'est pas content de la qualité du travail, on se doit de se montrer courtois et cordial dans la façon de présenter son insatisfaction. Ouais, écoute, c'est passionnant, ça donne plein de clés, d'autant plus que on est arrivé, je trouve, dans certains types de structures, de contextes, d'ADN, à être très très focalisé sur la reconnaissance du résultat. Un peu alors j'allais pas dire au mépris, mais avec peu de considération de tout le reste, et on se rend compte que finalement, et donc du coup ça laisse assez peu de moyens quand le résultat n'est pas là. Donc ça ouvre le champ des possibles à pas mal de choses. Donc et effectivement, j'allais dire c'est facile à mettre en œuvre. Alors il faut aller le chercher, il faut se concentrer, il faut que ce soit conscient entre guillemets si c'est pas quelque chose d'ancré dans vos comportements, mais ça donne vraiment pas mal de pistes. J'avais 1 million d'autres questions pour toi, Adrien, mais je crois que je devrais te réinviter. Mais si il y avait un mot de la fin, un message que tu as envie de partager, que tu n'as pas encore pu partager par rapport à tous les gens qui nous écoutent, qui accompagnent des gens en surcharge ou qui sont eux-mêmes en surcharge, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? En fait, je vais vous apprendre quelque chose que moi j'aurais adoré qu'on m'apprenne quand j'étais gamin, c'est à différencier la fréquence de l'intensité. Imaginons, Chloé, que tu me dises la semaine prochaine, Adrien, j'ai une semaine de malade, je sais pas, je suis en surcharge totale, je sais pas comment je vais y arriver. Et moi, en tant que psy du travail, je te dis, mais attends, j'ai une technique mortelle, tu vas voir. Vendredi, tu sors à 17h du taf et t'enchaînes couscous, cassoulet, coq au vin, 21 fois de suite. Comme ça, la semaine prochaine, tu n'auras plus besoin de manger, puisque tu auras fait tes 21 repas vendredi soir. Et normalement, Chloé, après 21 repas, tu devras avoir un peu envie de dormir. Donc, tu vas dormir 30 heures d'un coup. Comme ça, la semaine prochaine, même plus besoin de dormir. Génial. Après, bien manger, bien dormir, 30 heures, tu devrais être au taquet. Là, tu vas nous faire des planches pendant 4 heures. Tu n'auras même pas besoin d'aller chez Basic Fit la semaine prochaine. Tu seras tranquille. Du coup, tu gagnes ton temps de sport, ton temps de sommeil, ton temps de nourriture. Tu me dirais, au mieux, t'es un imbécile, au pire, t'es un abruti et une brute épaisse. Et t'aurais raison. Mais si ça, on sait se le dire pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, pour les situations comme je viens de le dire, pourquoi on le fait pas par rapport au travail? On est prêt à bosser comme des malades pendant 5 jours en imaginant qu'on va pouvoir se reposer un peu pendant 2 jours. On est capable d'imaginer qu'on peut bosser comme des forcenés pendant 10 semaines et demie pour profiter derrière de nos 5 semaines de congé. Ça fonctionne pas. Ce faisant, on brutalise notre santé physique, mentale et sociale. Donc en fait, on détruit tout. Et si on détruit tout, on n'est pas dans une performance durable parce que toutes les études scientifiques, elles le montraient encore en 2025, et c'est rare en psychologie. Quand on fait des études sur performance under pressure, la performance sous pression, on se rend compte que la seule variable qui la rend possible, c'est la fréquence de la récupération. Et ça, c'est hyper important. C'est comment celles et ceux qui nous écoutent, pour éviter d'être dans des situations de surcharge durable, vont positionner, soit avec leurs équipes, soit même pour eux, des temps sanctuaires dans la semaine, pas pour se reposer. Se reposer, c'est dormir. Mais pour se ressourcer, pour agir en cohérence avec leurs besoins, avec ce qui leur fait du bien. La fréquence de la récupération. Comment on met régulièrement des temps qui vont nous permettre de prendre soin de nous-mêmes pour prendre soin de notre santé physique et mentale. Donc, il ne s'agit pas d'être dans l'intensité. Il s'agit d'être effectivement dans la variété régulière des activités génératrices de plaisir. Ok, ça me donne un bon levier, quelque chose que je vais mettre en place tout de suite d'ailleurs. Ok, là donc la fréquence de la récupération, passionnant. Merci beaucoup Adrien pour tous ces exemples, c'était hyper imagé et ça ouvre quand même plein de champs des possibles. Tu nous confieras ensuite quelques ressources à aller creuser si on a envie d'aller plus loin sur le sujet. Avec plaisir, grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Et en complément, on a un petit cadeau à vous faire dans ce podcast. On a demandé à l'ensemble des invités de vous préparer leurs meilleurs conseils, meilleures ressources qu'ils souhaitent vous partager. Et vous retrouverez tous ces éléments dans une super ressource dont le lien est accessible via la description de cet épisode. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!